Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans un des plus grands bouleversements du XXe siècle, la décolonisation. Vous allez voir, en à peine quelques décennies, c'est toute la carte du monde qui a été redessinée. La grande question qui va nous guider, elle est simple, mais elle donne un peu le vertige. Comment est-ce que des empires bâtis sur des siècles et qui paraissaient indestructibles ont pu s'effondrer comme ça, en si peu de temps, juste après la Seconde Guerre mondiale? Alors voilà comment on va avancer. D'abord, on va voir comment le vieux monde a basculé. Ensuite, on regardera les deux chemins possibles vers l'indépendance, parfois par la discussion, parfois par les armes. Puis, on s'intéressera à l'apparition d'une troisième force, le tiers-monde. Et enfin, on verra les défis gigantesques que ces tout nouveaux pays ont dû relever. Bon, pour bien comprendre cette chute, il faut d'abord prendre la mesure de ce que représentaient les empires coloniaux juste avant que tout n'explose. Regardez bien ce chiffre, 50%. C'est juste énorme en fait. Essayez d'imaginer ça aujourd'hui. La moitié de la population mondiale vivait sous la domination d'une puissance européenne. C'était la norme, un système à son apogée qui semblait parti pour durer. Alors qu'est-ce qui a bien pu tout changer? Eh bien, après 1945, c'est un peu la tempête parfaite. La guerre a mis les puissances européennes à genoux, économiquement et moralement. Et là, dans ce vide, deux nouvelles superpuissances, les États-Unis et l'URSS, poussent pour la fin des colonies, et surtout, les mouvements nationalistes sur le terrain sont de plus en plus forts. Et cette idée d'indépendance, ce n'est plus juste un rêve. C'est carrément inscrit noir sur blanc dans la Charte des Nations Unies dès 1945. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça devient un principe international. Et pour les peuples colonisés, c'est un argument en béton, une véritable arme juridique. D'accord, le principe est posé. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Comment on obtient son indépendance? En discutant ou en se battant? En gros, il y a deux grandes routes qui se dessinent. D'un côté, la négociation, avec l'Inde comme exemple phare, de l'autre, la guerre. Et là, on pense tout de suite à l'Algérie. Mais attention, il faut se méfier des images toutes faites. Négociation ne veut pas dire que tout s'est passé dans le calme, loin de là. Si on regarde le cas de l'Inde, c'est l'aboutissement de décennies de luttes politiques, non violentes pour la plupart, menées par des figures immenses comme Gandhi. Après la guerre, l'Empire britannique est à bout de souffle. Il n'a tout simplement plus les moyens de s'accrocher. Il finit donc par lâcher. Sauf que cette indépendance va avoir un goût terriblement amer. La solution trouvée pour calmer les tensions entre hindous et musulmans, c'est la partition. On coupe le pays en deux. Et ce qui est présenté ici comme une solution logique va en réalité déclencher un chaos indescriptible, des déplacements massifs de population et des massacres d'une violence inouïe. Avec l'Algérie, on change complètement de registre. Ici, l'indépendance n'a pas été négociée, elle a été arrachée. Ça a été 8 ans de guerre, une guerre d'une brutalité extrême qui va laisser des cicatrices profondes et durables des deux côtés de la Méditerranée. Ce témoignage, il est percutant. Il montre bien le fossé qu'il y avait entre le discours officiel et la réalité du terrain. En France, on n'osait pas dire le mot guerre. On parlait d'opération de maintien de l'ordre. Mais pour les soldats comme Hugo, et pour les Algériens, c'était bel et bien une guerre. Et une guerre terrible. Ok, l'indépendance est acquise. Mais un nouveau problème se pose tout de suite. Dans un monde divisé en deux blocs, le bloc américain et le bloc soviétique, comment on fait pour exister sans choisir son camp? Eh bien, la réponse est cette idée, le tiers-monde. Attention au mot, ce n'est pas péjoratif. Ça ne veut pas dire troisième catégorie, ça veut dire troisième voie. C'est à la conférence de Bandung, en Indonésie, en 1955, que ces nouveaux pays le disent haut et fort. On ne veut être ni avec Washington, ni avec Moscou. On veut tracer notre propre route. Et cette affirmation politique va de pair avec une véritable révolution culturelle. Le mouvement de la négritude, porté par des géants comme Léopold Sédar Senghor, est hyper important. L'idée, c'est de dire on a notre propre culture, notre propre histoire, et on en est fier. C'est une façon de se réapproprier une identité qui avait été écrasée par la colonisation. Ce qui est magnifique dans ces vers, c'est que ce n'est pas du tout un retour nostalgique vers le passé. La truelle pour construire, la lance pour se défendre, l'identité retrouvée, c'est un outil pour bâtir l'avenir, pour éveiller son peuple comme il le dit. C'est un mouvement tourné vers le futur. Sauf que ce beau projet de troisième voie va se fracasser sur le mur de la guerre froide. Cette caricature de Plantu, elle est un peu cruelle, mais elle résume bien la situation. En voulant rester neutre, le tiers-monde s'est souvent retrouvé pris en tenaille, littéralement écrasé entre les intérêts des États-Unis et de l'URSS. Parce qu'avoir son propre drapeau et son hymne national, c'est une chose. Mais construire un État qui fonctionne, une économie solide, ça, c'est une autre paire de manches. Le plus gros défi, il est là, c'est l'économie.
Le secrétaire général de l'ONU le dit très bien dès 1963. L'indépendance politique n'a pas du tout effacé la dépendance économique. Les anciennes colonies continuent de dépendre des pays riches. Un fossé se creuse entre ce qu'on va appeler le Nord et le Sud. Allez, si on devait résumer tout ça en quelques points. Après 1945, le vieux monde colonial s'effondre. De nouveaux pays naissent, soit par la négo, comme l'Inde, soit par la guerre, comme l'Algérie. Ils essayent de créer leur propre chemin avec l'idée du tiers-monde, mais ils héritent de problèmes très lourds, des frontières souvent artificielles et une économie qui reste fragile et dépendante. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour aujourd'hui. Au fond, comment est-ce que les frontières qui ont été tracées à l'époque, les relations économiques qui se sont installées et les conflits qui ont éclaté continuent d'influencer le monde dans lequel on vit? Voilà, si cette mise au point vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.